Mesdames, Messieurs, bonjour. Mon métier d'avocat fait que je n'ai pas l'habitude de parler avec un micro. Et donc, je vais intervenir devant vous a cappella et également sans slide, car nous ne sommes pas bâtis pour diffuser des slides. Je ne sais pas faire, mais par contre, ce que je sais faire, c'est venir apporter, je l'espère, un éclairage sur ce que nous pouvons estimer être demain le développement de la formation professionnelle continue. Tout d'abord, un mot de présentation. J'exerce ce fabuleux métier d'avocat. Évidemment, je suis un homme du milieu judiciaire, un homme du milieu du conseil, mais je suis également très attentif à cet exercice formidable qu'est l'enseignement, la transmission de savoir et la formation professionnelle. La spécificité de mon métier m'a conduit à développer un certain nombre d'activités qui sont tournées essentiellement vers le secteur de la formation professionnelle et de l'apprentissage. Et là, je dois le dire, cet exercice relève un peu de la spéléologie juridique. Car il n'existe pour les juristes aucune base fondamentale sur le thème de la formation professionnelle. Les lois se sont succédées dans ce domaine et nous en avons une qui est tout à fait d'actualité puisque, vous le savez, nous le savons, le 5 mars 2014, une nouvelle loi est intervenue, puis encore une nouvelle réforme. On ne nous parle que de réforme de la formation professionnelle au gré des années, et nous avons des évolutions qui s'empilent avec un système qui est de moins en moins lisible, finalement. Alors, en 20 minutes, enfin, 18, 17, il va falloir que je puisse vous apporter un éclairage sur ce qui me paraît être l'évolution de la formation professionnelle dans les au moins 5 prochaines années. Et bien sûr, cet éclairage doit être réalisé à la lumière de cette fonction que constitue l'organisation, le management, la gestion de la formation dans une entreprise et notamment dans un établissement social et médico-social. Alors tout d'abord, pour que nous puissions ensemble comprendre les principaux enjeux de cette évolution à venir, eh bien il convient que nous fassions 2 mots d'histoire. La formation professionnelle, le système de la formation professionnelle en France a été initié par Jacques Chaban-Delmas en 1971. C'était la première loi sur la formation professionnelle. À l'époque, ça s'appelait l'éducation permanente. Et il s'agissait pour les pouvoirs publics à l'époque de partir d'un postulat très simple qui consiste à considérer que dans un pays qui est classé parmi les pays riches, que dans un pays qui fait partie de l'Union européenne, bien que les enjeux de demain, d'après-demain, passent en partie par la capacité des acteurs du monde économique, des acteurs du monde social, à élever le niveau de savoir. Bien sûr des travailleurs, mais de la population en général. Élever le niveau de savoir des travailleurs, c'est bien sûr la formation professionnelle continue. Cette formation professionnelle continue qu'on a appelée l'éducation permanente, parce que, évidemment, l'enjeu en 1971, c'était de faire en sorte que les travailleurs puissent avoir la possibilité d'accéder à de nouveaux savoirs, d'accéder à une évolution professionnelle, à une mobilité professionnelle, et d'avoir finalement une deuxième chance après la formation initiale. Cet enjeu majeur en 1971 s'est développé tout au long de ces 40 années qui se sont écoulées jusqu'à aujourd'hui, et au gré
des évolutions de la société, des entreprises, eh bien, le législateur a essayé d'accompagner une évolution. Aujourd'hui, en 2014 et en 2015, nous avons une nouvelle loi qui est intervenue, et là, il y a un enjeu majeur qu'il convient de souligner. La plupart des présentateurs, la plupart des commentateurs, la plupart des observateurs de cette réforme focalisent leur attention sur un nouveau dispositif qui est le compte personnel de formation, dont on nous rabâche les oreilles. Ce nouveau dispositif qui vient se substituer à ce que nous connaissions sous l'angle du droit individuel à la formation, finalement revient à faire le Canada Dry du DIF. Ça a le même goût que le DIF, la même couleur, la même apparence. C'est pas du DIF, mais ça y ressemble. Les modalités ont été révisées, très bien. Nouveau dispositif très intéressant, un capital de formation qui est laissé à la disposition des travailleurs, des salariés, très bien. Mais dans cette réforme, on a tendance, malheureusement, je pense, à oublier l'essentiel. L'essentiel, c'est la gestion de la formation professionnelle à l'intérieur d'une organisation, d'une entreprise, d'un établissement. La gestion de la formation professionnelle des acteurs qui sont ceux de l'entreprise est une fonction qui va largement évoluer au cours de ces 5 prochaines années. Pour, à mon sens, 2 raisons principales. La première, elle est d'ordre financier. Il s'agit d'un enjeu financier et social. La deuxième, il s'agit d'un enjeu politique. Tout d'abord, l'enjeu social, l'enjeu financier. Jacques Chaban-Delmas, en 1971, avait créé un système qui est aujourd'hui largement remis en cause. Dans l'histoire de la formation professionnelle en France, la loi de 2014 est un événement historique. Le système qui avait été créé par Chaban-Delmas à l'époque consistait à s'assurer que les entrepreneurs, que les acteurs de l'entreprise aient d'avoir envie de former leur personnel. Et pour ce faire, à l'époque, le système a été bâti sur une obligation financière. Tu gères du personnel, tu formeras ton personnel. Et si tu ne veux pas former, tu payeras une taxe. Tu payeras une contribution financière. Voilà un système fiscal qui a été créé en 1971. C'est ce qu'on a appelé la dépense libératoire. En d'autres termes, je fais des dépenses de formation et je justifie que je forme mon personnel et par voie de conséquence, que je contribue à cet effort national. Bien sûr, qui a pour fonction première de favoriser là où les performances au sein d'une organisation, au sein d'une entreprise, mais aussi de contribuer à cet effort national. Et cette obligation financière était destinée, bien sûr, à s'assurer le concours de tous et de toutes. À ce titre, il faut reconnaître que le système a plutôt très bien fonctionné, puisque, évidemment, ça a largement contribué au développement de la formation professionnelle dans les entreprises au cours de ces 40 années. Et là, il faut le reconnaître, il y a un atout majeur en France qui doit être salué, c'est que la formation professionnelle, contrairement à beaucoup de nos voisins européens et au-delà, la formation professionnelle est vécue dans les organisations, dans les entreprises, comme étant un enjeu majeur du développement. C'est un atout typique, un atout singulier, qui est propre à la France. Pour une fois,
ça mérite d'être salué, même les Allemands nous le reconnaissent. Alors, cet enjeu financier que j'évoquais en préalable, il mérite d'être remarqué car la loi de 2014 vient quasiment annihiler cette obligation financière qui avait été instruite, qui avait été créée par Chaban-Delmas en 71. Cette obligation financière persiste bien sûr pour la plupart des dispositifs de formation qui ne sont pas ceux qui sont gérés dans une organisation, dans un établissement, dans une entreprise. Ça persiste pour la formation dans le cadre des contrats de professionnalisation, bien sûr. Ça persiste avec des contributions financières dans le cadre des périodes de professionnalisation, bien sûr. Ça consiste pour les formations, ça persiste, pardon, pour les formations qui sont à l'initiative du salarié, le congé individuel de formation, le Canada Dry du DIF, le compte personnel de formation. Tout ça persiste, mais l'essentiel, finalement, de la formation professionnelle en tant qu'atout dans une entreprise, dans une organisation, aujourd'hui, ne fait plus l'objet d'une obligation financière au même titre que ce qu'elle a été jusqu'à aujourd'hui. Elle est quasiment annihilée. Aujourd'hui, les entreprises ne sont plus soumises dans la gestion de leur plan de formation, dans la gestion des choix réalisés pour la formation des acteurs, des salariés, des collaborateurs des entreprises, ne sont plus astreints aux obligations financières, ou en tout cas à la quasi-totalité des obligations financières qu'elles avaient par le passé. Désormais, les entreprises gèrent leur plan de formation sans obligation financière. Et il s'agit donc de considérer que les acteurs que vous êtes dans la gestion de la formation professionnelle, le management de la formation dans les entreprises, dans les établissements, eh bien ce management ne va finalement résulter que d'une obligation sociale. Et c'est là l'évolution majeure qui nous attend au cours de ces 5 prochaines années. Et il s'agit là d'un tournant historique dans le champ de la formation professionnelle. Deuxième point sur lequel je souhaitais attirer votre attention, deuxième point majeur à mon sens, c'est bien sûr le constat qui est réalisé par les pouvoirs publics. Nous avons en France un système un peu curieux. La formation professionnelle s'est très bien développée au cours de ces 40 dernières années, mais nous sommes confrontés à un système bancal, un système qui fait l'objet tout de même en interne, dans les ministères, dans les cercles de réflexion sur l'évolution de notre pays, fait l'objet de nombreuses critiques. Effectivement, nous avons très curieusement en France bâti un système de la formation professionnelle sur la théorie du couillon. Ce que j'appelle la théorie du couillon, c'est que n'importe quel couillon peut être dispensateur de formation. C'est une aberration. N'importe quel entrepreneur peut choisir de devenir prestataire de formation professionnelle. Et ça, effectivement, c'est un système qui s'est développé pendant 40 ans. Et le constat aujourd'hui, c'est que dans le secteur de la formation professionnelle, il y a de tout. Il y a des organismes de formation très sérieux, et il y a aussi des organismes de formation qui font globalement n'importe quoi. Et ça, ce n'est pas acceptable. Alors, comme tout ça s'est développé pendant 40 ans, et qu'il est difficile de tout changer d'un coup, la loi du 5 mars 2014 vient introduire ce deuxième point qui me paraît important, car si on fait de la prospective pour les 5 prochaines années, c'est ce qui nous attend, et c'est un thème que vous connaissez bien, c'est celui de la qualité. L'objectif fixé par le législateur, par les pouvoirs publics, c'est la qualité de la formation. Est-ce que les choix réalisés par les entreprises et les organisations sont pertinents? Est-ce que l'offre de formation est une offre pertinente? Voilà des questions, voilà des enjeux qui vont nous occuper demain.
il n'existe pas encore de recommandations de bonnes pratiques professionnelles dans le secteur de la formation. Le législateur en est au balbutiement, car pour la première fois dans la loi du 5 mars 2014, on voit apparaître un objectif de qualité. La grosse difficulté, c'est que le législateur ne sait pas, éprouve de nombreuses difficultés à définir ce qu'est une formation de qualité. Et là, nous voyons apparaître les premiers critères. Maintenant, nous sommes là à la naissance du dispositif de qualité dans la formation professionnelle. Et les premiers critères qui sont retenus sont des critères faciles, des critères qui peuvent servir de guide de lecture. Il s'agit bien sûr de l'évaluation. L'évaluation, eh bien l'évaluation des résultats de la formation. L'évaluation des résultats de la formation peut prendre évidemment de nombreuses facettes, mais le véritable enjeu pour demain, pour 2020, puisque nous nous plaçons en 5 ans, ce qui est un objectif raisonnable, le véritable enjeu, c'est de savoir ce qu'on attend derrière la qualité de la formation. Et la qualité de la formation, certes, passera par des critères comme l'évaluation, comme cela est déjà le cas dans plein d'organisations, et où, effectivement, les acteurs du monde de l'entreprise, ceux qui gèrent la formation en interne, sont amenés à participer au plus haut point. Il y a tout de même une question qui va se poser au cours des 5 prochaines années, c'est la qualité de la pédagogie. C'est-à-dire que le cœur du métier de celui qui a cette chance de transmettre des savoirs, celui qui a pour objectif de décliner des programmes de formation professionnelle, eh bien, il va falloir qu'il soit capable, demain, d'offrir des critères de qualité sur le plan pédagogique. Et là, il n'y a pas encore de réponse à cette question. Le législateur est bien entendu fichtrement incapable d'y répondre, et il va falloir que ces critères soient établis par les professionnels du secteur. Au premier plan, à mon sens, les organismes de formation, mais aussi ceux qui sont au quotidien dans la gestion de la formation professionnelle dans les établissements, dans les organisations. Voilà, mesdames, messieurs, les enjeux que je souhaitais vous présenter sur la formation professionnelle et les évolutions qui nous attendent sur cet objectif 2020. La France compte sur vous. Donc, le changement, c'est maintenant, comme disait l'autre. Il va falloir que nous soyons à la hauteur de ces enjeux. Et, bien entendu, votre rôle sera majeur dans ce domaine. Je vous remercie.